Face à Mathieu Bock-Côté, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir cher Mathieu. Bonsoir. Comment allez-vous ? Plaisir de vous retrouver. Plaisir de vous retrouver. On pense à Elliot Deval qu'on retrouvera évidemment très très vite sur l'intérim. Bonsoir Arthur de Vatrigan. Bonsoir. Ravi de vous retrouver également. Mathieu, ce soir, petite particularité à cette émission. Vous avez décidé d'en consacrer l'intégralité à votre invité, monsieur Hugo Jacomet. Bonsoir monsieur, merci d'être là. Vous êtes essayiste, auteur du livre Parisian Gentleman. D'ailleurs, ça se voit quand on vous regarde, donc c'est très raccord. On va comprendre tout ça ensemble et pourquoi, Mathieu, vous avez décidé de choisir Hugo Jacomet aujourd'hui comme invité pendant l'intégralité de cette émission. Mais à 19h, on maintient le suspense une petite minute. On salue Simon Guillain pour l'essentiel de l'actu. Bonsoir cher Julien et bonsoir à tous. Ça y est, les Français ont commencé à voter pour le second tour des élections législatives. C'est le cas dans les territoires d'outre-mer, mais également à Montréal, au Canada. Et en France métropolitaine, les bureaux de vote ouvriront demain matin à 8h. Total Energy envisage de baisser le plafonnement des prix pour certains clients. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le PDG de l'entreprise, Patrick Pouyanné. Ce plafonnement à 1,99€ le litre concernerait les abonnés de l'entreprise. Et puis après le Mexique, l'ouragan Beryl se dirige vers l'État du Texas aux États-Unis. Le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique a fait de nombreux dégâts. Au moins 7 personnes sont mortes lors de son passage dans les Caraïbes et au Venezuela. Et puis au Mexique, les vents ont soufflé jusqu'à près de 200 km/h, provoquant la chute d'arbres et de poteaux électriques, Julien. Attention Simon, Mathieu Bock-Côté va vous taper sur les doigts. Montréal, c'est pas le Canada, c'est le Québec. Voilà. Québec, excusez-moi. Eh oui, je ne ferai pas l'erreur plus tard dans la soirée. Vive le Québec. Libre. Et bonjour à tous les Québécois qui nous regardent. Mathieu, retour à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez voulu faire donc ce soir un petit pas de côté en cette période, bien sûr, on le rappelle, de réserve électorale et surtout dans ce moment d'hystérie politique ces derniers jours. Vous nous proposez de nous tourner ce soir vers l'élégance. L'élégance, Mathieu Bock-Côté, peut-elle sauver le monde ? Rien que ça. Pourquoi recevoir monsieur Hugo Jacomet ce soir ? Peut-être elle permet de sauver le monde une personne à la fois. Hein. Ah ouais. Quand on a l'impression que tout s'effondre, si chacun prend en charge son destin, minimalement son destin esthétique, bon, c'est une nouvelle manière de faire barrage au monde qui tombe. Bon, mais plus sérieusement, non, parce que c'est un plaisir de recevoir Hugo Jacomet. Je note, je l'ai reçu une première fois il y a 2 ans, je crois, et le nombre de personnes qui m'ont pris la peine de m'écrire. Alors, j'aurais pu recevoir le président de la République, j'aurais eu moins de gens pour m'écrire en disant « Ah oui, je le constate, vous avez reçu Hugo Jacomet, quelle excellente nouvelle, et c'est un plaisir de le recevoir ce soir. » Bonsoir Hugo Jacomet. Bonsoir Mathieu. Alors, on va quand même toucher à la politique indirectement, évidemment, avec une première question, parce qu'évidemment, vous êtes l'auteur de Parisian Gentleman, on connaît votre blog, on connaît vos vidéos, on connaît votre réflexion sur la part de l'élégance dans la culture, dans la société présente, mais élégance et politique, ça veut dire quelque chose aussi. 2017, la campagne électorale de François Fillon, plombée par une question de costume. 2022, début d'une séquence politique où la question de la cravate devient un enjeu politique. Et tout récemment, la couleur d'une veste apparemment était au cœur de la campagne du second tour des législatives. Est-ce que le vêtement est une question politique? Alors, oui. Le vêtement est éminemment politique pour la bonne et simple raison que les hommes politiques sont scannés, sont étudiés, sont regardés. Alors, en ce qui concerne les costumes de François Fillon, je ne pense pas que ce soit les costumes qui aient plombé sa campagne électorale, mais la manière dont il les a acquis. Donc c'est quelque chose d'un tout petit peu différent, puisque je pense qu'en revanche, je trouvais que François Fillon était plutôt bien habillé comme garçon. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose. Concernant la cravate à l'Assemblée nationale, alors là, vous venez directement dans mon jardin, j'ai eu l'occasion de m'exprimer beaucoup sur le sujet. Effectivement, c'était comment dire, c'est une réaction un peu puérile, je trouvais, moi, de ces gens-là, parce que cette idée de dire que la rébellion consistait à retirer une cravate, ça voulait juste dire qu'ils avaient 25 ans de retard. Parce que ça fait belle lurette qu'on ne porte plus de cravate et qu'aujourd'hui, ça fait, dans des grandes entreprises américaines, par exemple, il est presque interdit maintenant de porter une cravate. Donc vous voyez, cette notion de rébellion en enlevant une cravate, c'est complètement tombé à plat. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça a eu les résultats escomptés. Quant à la veste verte d'une candidate elle-même verte. Écoutez, je trouve que c'est assez raccord. Ceci étant, pour une fois, je trouve la veste plutôt heureuse. Voilà. On a eu des exemples. Je crois qu'il y a eu un bon papier sur la France Insoumise hier dans le Figaro, je crois, qui parlait du débraillé de la France Insoumise. Donc je pense que cette dame, avec sa veste verte, remonte un tout petit peu le niveau. Donc je trouve ça plutôt heureux, personnellement.
Alors, j'ai dit vêtements et politique, on pourrait parler aussi de la question de l'élégance était une question politique. On élargit déjà un peu le thème parce que on peut l'observer quand on regarde la vie politique du début du 20e siècle, ou même jusqu'aux années 50, 60, 70 peut-être, il y a un souci, même dans les partis de gauche, on peut penser aux leaders de gauche, François Mitterrand, mais plus à gauche aussi, des hommes qui ont le souci d'une certaine élégance. Et à partir d'un certain moment, vous nous direz quand, vous nous direz pourquoi, vous nous direz de quelle manière, l'élégance est devenue peut-être un signe d'une distinction bourgeoise à abolir au nom de l'authenticité qui nous devrait toujours nous tirer vers le bas. Que s'est-il passé? Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez cité François Mitterrand, qui était un cas très intéressant. Parce que François Mitterrand avait un tailleur, en grande mesure, à Paris. D'ailleurs, je suis, moi, client de ce tailleur-là. Et François Mitterrand était un homme qui n'avait pas un corps facile à habiller. Il n'était pas très grand, il était un petit peu bedonnant, etc., etc. Et pour autant, il avait toujours une forme d'élégance. Il avait toujours, une forme de capacité à s'élever, même vestimentairement. Et donc, je pense que ça a été... Alors après, on a eu Jacques Chirac, Jacques Chirac, c'était ce grand échalas qui portait toujours le costume croisé, très sympathique, plutôt élégant. Alors, je trouvais qu'il avait toujours des vestes un tout petit peu trop grandes pour lui, mais ceci étant, ça restait plutôt agréable. Et puis, je pense qu'après, on a eu Nicolas Sarkozy. Donc, Nicolas Sarkozy, pareil, pas très facile à habiller, de petite taille, mais qui avait lui aussi le souci de l'élégance. D'ailleurs, au passage, je pense que son union avec Carla Bruni l'a beaucoup aidé dans le monde de l'élégance. On a vu d'ailleurs un changement assez rapide à propos de lui. Et puis après, on a eu donc on n'a pas le droit de dire son nom, je crois, puisqu'il est candidat aujourd'hui. On a eu le président suivant. Et je pense que... Alors, ça avait commencé à se dégrader déjà depuis un petit moment. Mai 68, puis le camp du bien, la gauche. Il faut être modeste dans comment on s'habille, etc., etc. Et à partir de la personne après, donc le président juste après Nicolas Sarkozy, je pense que là, ça a vraiment dégringolé. Il s'est passé quelque chose et on a attribué à l'élégance et aux vêtements quelque chose qui ne fonctionnait pas dans leur logiciel idéologique, tout simplement. Et donc, malheureusement, alors, je voudrais prendre l'occasion pour vous féliciter, cher monsieur Bock-Côté, parce que j'ai vu des images de vous il y a 5 ou 6 ans. Je peux dire, sans trahir un secret, que vous n'aviez pas exactement la même prestance, ni la même élégance. Donc je voulais vous féliciter. D'ailleurs, je trouve que sur CNews, il y a eu comme une génération spontanée de gens élégants. Je pense Pascal Praud, bien sûr, qui est toujours très bien habillé. Je pense au jeune Gauthier Lebret, par exemple, qui a fait beaucoup d'efforts sur le sujet. Je vais aller faire un petit tour, moi. Je vais vous laisser. Voilà. Pardon. Non, mais je le note, parce que je crois beaucoup au mimétisme. Je crois beaucoup au fait qu'il y ait des gens qui relèvent un tout petit peu le niveau. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut que tout le monde porte des costumes et des cravates. Il y a énormément de messages. L'élégance, c'est un langage, littéralement. Et je trouve qu'avoir des gens qui relèvent le défi et qui décident de se présenter à autrui, au meilleur d'eux-mêmes, c'est tout simplement un respect pour votre public, Mathieu. Je pense que c'est ça votre idée sous-jacente, c'est-à-dire de se dire, voilà, je vais être au meilleur de moi-même, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a perdu des valeurs. Vous parliez de l'élégance. Parlons-en. C'est quand même incroyable que je sois invité aujourd'hui pour parler pendant 1 heure d'élégance, alors que la semaine dernière... On ne peut pas dire que l'élégance, ça a été, très bien représenté en France, notamment dans le monde politique. L'élégance n'est pas que vestimentaire, mon cher Mathieu. L'élégance est aussi une élégance d'attitude, une élégance de comportement. Je ne sais pas, le respect de la parole donnée, dire la vérité, essayer de pas trahir ses amis, etc., etc. On a vu pendant 1 semaine un déferlement de médiocrité et de vulgarité, plus que de médiocrité, qui, moi, m'a laissé pantois. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui extrêmement surpris et en même temps extrêmement content de pouvoir parler de cette notion d'élégance. Élégance, c'est très étonnant, les mots nous jouent des tours tout le temps. Et particulièrement en ce moment. L'élégance, ça vient du grec « elegans », qui est un verbe qui veut dire « bien choisir ». Très étonnant, surtout dans le contexte actuel. Donc bien choisir, et c'est cette notion, c'est une notion d'équilibre, c'est-à-dire c'est une notion de faire en sorte d'aller, alors bien sûr une notion esthétique très importante, mais faire en sorte de dire quelque chose qui reste mesuré,
C'est-à-dire qui reste respectueux, qui reste... on peut célébrer quelqu'un avec l'élégance, mais malheureusement, bien souvent, les gens vont un tout petit peu trop loin. Et il se trouve que parfois, l'élégance cède la place à l'exubérance. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est génial pour moi d'être là ce soir avec vous, parce que toute la semaine, je me suis dit, mais quand même, ça manque diablement d'élégance tout ça. On était dans un vaudeville de Georges Feydeau. Hein, les couples qui se défont, les portes qui claquent, les trahisons, les mensonges, les choses couvertes, etc., etc. Et là, tout parti confondu. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une avalanche d'inélégance. Et la deuxième chose, eh bien évidemment, c'est le réseau social X, anciennement Twitter, hein, je crois qu'il faut dire maintenant, où là, on a aujourd'hui, au XXIe siècle, on est dans un problème majeur. C'est-à-dire que l'éloquence, qui est très proche de l'élégance, et j'y reviendrai, parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. L'éloquence du XXIe siècle, en 2024, c'est X, Twitter. C'est-à-dire des insultes, des invectives, des propos outranciers. C'est-à-dire que si tu n'es pas outrancier sur Twitter, tu n'existes pas, littéralement. Et donc, nous, on a envie de montrer, avec le petit mouvement que je représente, avec mon travail, avec les livres qu'on écrit, avec les émissions YouTube qu'on fait, on a envie de donner la possibilité aux personnes d'avoir une autre forme d'éloquence, parce que l'élégance est avant tout un langage. Le mouvement que vous représentez, le mouvement sartorialiste, nous y reviendrons dans un instant. Arthur de Vatrigan. Je vous confirme pour Mathieu, je l'ai connu avant. Il nous a fait une véritable transition assez surprenante. C'est vrai ? Ouais. On n'est jamais aussi bien trahi que par ses amis. Non, c'est pour vous féliciter, même si la cravate verte en hommage est un peu... Après, attends, je mets mon passon. Peut-on délier l'élégance vestimentaire de l'élégance morale ? Alors non. C'est le cœur de notre sujet. Une personne qui s'habille très bien, mais qui se comporte comme un goujat, évidemment, elle va tout de suite... ça va se voir encore plus, d'une certaine manière. Donc je pense qu'effectivement, cette notion d'élégance est, on va dire, pour mettre des mots très simples, intérieur, extérieur. Quel est l'impact entre votre tenue, comment vous vous présentez à autrui, et comment... parce que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que l'extérieur a un impact sur l'intérieur, et l'intérieur a un impact sur l'extérieur. Pardon. Victor Hugo, le grand, l'immense, l'unique Victor Hugo, disait, et d'ailleurs je crois que dans le Figaro ça a été repris hier, cette phrase magnifique qui dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc on pourrait dire différemment, c'est-à-dire que la façon dont vous vous habillez et la façon de ce que vous montrez de vous-même est un témoignage de qui vous êtes réellement. Et qu'effectivement, l'élégance morale, et j'allais même dire un petit peu plus largement que ça, l'élégance sociale, comment vous vous comportez en société, comment vous faites attention à autrui. Donc il y a une notion, vous savez, lors de la précédente émission, j'avais cité François Tcheng de l'Académie française, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet. Et le cœur de son travail, notamment ce petit livre, 5 méditations sur la beauté, il expliquait que la beauté, donc, extérieure, et la bonté intérieure étaient intimement liées. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on a un tout petit peu oublié et sur lequel, donc, nous, on voudrait mettre l'accent. Effectivement, cher Arthur, la beauté, l'élégance ne peut pas être que vestimentaire. Elle doit avoir un soubassement moral. Alors, vous avez fait référence au texte paru dans le Figaro de Félix Roch sur la diversité dans le débraillé, je crois. Pourtant, au texte auquel certains ont répondu en disant « mais l'apparence est justement secondaire ». Et on entend ça beaucoup aujourd'hui. Oui. On va nous dire « mais pourquoi se soucier de l'apparence des uns des autres? Pourquoi devrais-je me soucier de mon apparence? L'essentiel, c'est ce que je suis au fond de moi-même ». Argument qu'on applique aussi en disant pourquoi accorder une certaine importance à l'orthographe, à la maîtrise de la langue. L'essentiel, c'est ce que je veux dire et non pas la manière dont je veux le dire. Que répondez-vous à cet argument? Alors ça, c'est un argument un peu fallacieux pour la bonne et simple raison que, vous savez, l'élégance, la tenue vestimentaire, l'élégance, le comportement, c'est un langage. C'est une grammaire presque. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez dire tout de suite quelque chose. D'ailleurs, vous pouvez gagner du temps. Quand vous arrivez bien habillé quelque part, vous dites quoi? Vous dites « je respecte la personne qui m'invite, je respecte l'occasion et je me suis fait beau pour vous, hein, d'une certaine manière. » Vous pouvez dire autre chose, vous pouvez dire « débrailler ». Vous pouvez dire immédiatement, on le voit. Hein, c'est-à-dire qu'à l'inverse, je ne respecte pas forcément mon environnement, etc., etc. Vous pouvez dire aussi négligence avec le vêtement. Immédiatement, il y a un message. C'est un langage réellement.
L'élégance, Je vous donne pour un moi- contre-argument. Certains vous diront, on dit conformisme aussi. Oui. Tout le monde, le souci de la cravate, le souci Oui. du costume, n'est-ce pas l'autre nom du conformisme et du refus de l'originalité? Alors ça, c'était peut-être vrai en 1978, mais aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. C'est-à-dire que les conformistes d'aujourd'hui, ils portent plutôt, à mon avis, des pulls, des jeans et des Rangers, ou des comment dire, des chaussures un peu casual, comme on dit, un peu décontractées. Je pense que les vrais rebelles aujourd'hui, en termes d'élégance, c'est nous. C'est les gens qui ont envie de, comment dire, la table rase, ça suffit. Et spécifiquement sur le vêtement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie... Regardez, moi, je fais des soirées avec des jeunes gens. D'ailleurs, notre public de jeunes personnes est en train d'exploser littéralement, ce qui est d'ailleurs assez étonnant et assez réjouissant en ce qui me concerne. Et que à chaque fois qu'on fait ces soirées-là, ces jeunes gens... Ça s'est vraiment rajeuni, hein, Mathieu. On parle entre 18 et 30 ans aujourd'hui. Aussitôt que 18 ans, ces jeunes gens viennent me voir bien souvent et ils apportent quoi? Ils apportent une photo de leur grand-père. C'est quand même fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont cette notion-là de se dire comment ça se fait qu'eux, ils étaient plus beaux que nous? Comment ça se fait qu'ils étaient bien habillés? Comment se fait-il qu'ils avaient cette notion, cette compréhension qu'il y avait des occasions dans la vie, dans laquelle on devait faire montre d'une élégance. Alors, l'élégance, la tenue vestimentaire, pour répondre globalement à votre question, je pense que c'est la façon qu'on a, tous, d'habiter le monde. Comment je vais habiter ma propre existence? Quel message je vais envoyer aux gens que je vais rencontrer? Peut-être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous galant. J'ai envie d'envoyer un message. Et aujourd'hui, les gens qui nous parlent de conformisme pour la cravate, j'aimerais bien, franchement, mais aujourd'hui, vous voyez, bon, on a quand même quelques cravates sur ce plateau, on a 4 cravates, mais bon, baladez-vous dans la rue, allez même dans des grandes entreprises aujourd'hui, c'est un peu en raréfaction. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Nous avons, vous êtes gentil de parler de mouvement, Mathieu, bon, pour moi, c'est juste... Je pense que c'est une petite résistance, c'est quelque chose qui... Alors ça se passe réellement, hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes gens qui s'intéressent à ça, mais je pense que la cause de ça, c'est une perte de repères, et vous seriez surpris de savoir à quel point chez jeunes gens, ils ont soif de repères, ils ont soif de code. Monsieur Jacomet, comment je fais pour nouer une cravate? Je suis invité à tel événement. Quel est le code à respecter pour cet événement? Vous voyez, les gamins, mais on une soif folle. Quand je dis les gamins, c'est bon parce que j'ai 61 ans, donc c'est les gamins. Jusqu'à 30 ans, c'est des gamins pour moi. Et donc, il y a vraiment cette appétence, cet appétit même énorme pour les sujets que l'on traite, qui d'ailleurs a fait que je suis face à vous aujourd'hui dans une émission nationale, alors que j'ai commencé ce travail il y a une quinzaine d'années, qui était juste un travail d'amateur. Et nous y reviendrons sur votre parcours en deuxième partie de l'émission. On va avoir un passage sur ça, mais on soit assurés. Arthur de Vatrigan. Ouais. Justement, vous dites que vous êtes aujourd'hui les punks, les anticonformistes, c'est vous. Ouais. Est-ce que c'est pas justement parce que l'art sartorial propose quelque chose qui a disparu, c'est-à-dire le dépassement de soi, Ouais. l'aspiration à la transcendance, à Ouais. la beauté. Est-ce Oui. que c'est ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie transcendance dans l'art sartorial? Alors, je pense que tous les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, sartorial, pour les gens qui ne connaissent pas, sartor, tailleur, Ouais. sartorial, tout ce qui touche à l'élégance masculine classique. Hein. Donc, effectivement, je pense que toutes les personnes qui alors, j'allais dire adhèrent, en tout cas qui s'intéressent à notre travail, ont toute cette notion très importante, très intime et fondamentale qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux qui les englobe. Donc effectivement, on est dans une notion de transcendance. C'est d'ailleurs ce qui nous manque bien souvent. On a parlé de la cravate à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Moi, je pense que pour un député, aller à l'Assemblée nationale bien habillé, de manière correcte, en portant une cravate, parce que c'est un code social tout simplement, c'est justement admettre le fait qu'il fait partie de quelque chose de plus grand que lui. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans cette société où l'homme est devenu roi. C'est-à-dire l'homme est le centre de tout. Donc, il n'y a rien qui soit plus grand que moi. Il n'y a pas de transcendance. Donc, c'est moi constamment. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une population de jeunes gens qui ne savent plus, tout simplement, qui ont perdu cette notion de transcendance. Et la transcendance dans la vie, c'est quand même la base. C'est-à-dire que fondamentalement, si vous
si rien dépasse votre petite personne, eh bien, je pense que votre vie ne doit pas être très, très, très agréable. Et nous, on est vraiment sur cette idée-là que c'est une transcendance esthétique. Elle peut être philosophique, elle peut être politique, elle peut être... Mais on a tous besoin de transcendance. François Tcheng, d'ailleurs, en parle très souvent en disant... et d'ailleurs, c'est très marrant par rapport à cette émission. Il disait... Quand on voit toutes les catastrophes naturelles, quand on voit les tensions politiques, quand on voit les guerres, etc., il pourrait paraître un peu grotesque ou presque grossier de parler d'élégance. Et pourtant, dit-il dans cet ouvrage, l'homme a besoin d'élégance et de beauté autant qu'il a besoin de manger. C'est quelque chose qui est fondamental dans notre vie. Et aujourd'hui, on a besoin de redire que tout n'est pas sérieux, mesdames, messieurs. Tout n'est pas politique. Tout n'est pas... On a besoin de superficialité. Ça peut sembler un peu, contre-intuitif comme idée, mais on a un vrai besoin de superficialité, de plaisir, de beauté et d'esthétique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une fuite de ça aujourd'hui? Moi, j'entends les discours sur la sobriété, sur la nécessité d'en avoir toujours moins, la nécessité une forme d'imaginaire du hobbit, hein, c'est-à-dire chacun dans sa petite maison fermée, ne pas être en contact avec le monde, refuser le beau quelquefois. On parlera en deuxième partie de la tentation de l'enlaidissement. Mais est-ce que notre époque n'est pas en guerre contre cette quête de beauté dont vous parlez? Alors, je ne crois pas. Alors, c'est vrai que l'environnement aujourd'hui est quand même extrêmement laid. Enfin, il faut dire les choses. Alors, excusez-moi, je suis un peu abrupt, ce que je dis, mais je pense quand même qu'on fait l'apologie de la laideur. Mais au contraire, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire jour, qui consiste à dire que finalement, cette notion de beauté, cette notion d'élégance, Nietzsche, je crois, disait quelque chose de très beau sur le sujet. Il disait celui qui est allé au très fond de son existence, qui est vraiment allé dans les bas-fonds des choses, de la médiocrité, et puis des choses un peu difficiles de la vie, réalise très très vite à quel point il est important d'être superficiel. Alors quand je dis superficiel, encore une fois, ça peut paraître un peu étrange comme façon de parler, mais c'est surtout cette notion-là qu'à la surface, on a besoin de cette notion de remettre un peu de joie, un peu de beauté, et je pense que tout le monde a besoin. Alors, sobriété. Vous avez parlé de sobriété, cher Mathieu. Sobriété n'est pas antinomique avec élégance. Vous voyez, tout dépend de ce qu'on met dans le mot sobriété. Pardon ? Tout dépend de ce qu'on met dans le mot sobriété. Oui, mais je pense que c'est un des écueils majeurs. C'est-à-dire que les gens ont cette fausse idée qu'on met un costume pour se montrer, pour frimer, etc., etc. Alors que non. On met un costume parce qu'on a envie d'ajouter un peu de beauté. Et la sobriété fait aussi partie de l'élégance pour moi. Les jeunes gens qui s'intéressent à notre travail, souvent, au début, ils ont le réflexe d'en faire trop. Moi, j'ai vu des gamins qui s'intéressaient à mon travail et qui arrivent à la première soirée, on fait des rencontres entre les gens et ils arrivent avec un costume 3 pièces, des accessoires dans tous les sens, etc. Donc, ils en font trop. Donc, la sobriété, c'est pour ça, dans cette acception-là, est aussi facteur d'élégance, tout simplement. Messieurs, c'est passionnant de vous entendre. Le temps file à une vitesse dans cet entretien. Ça met un peu la pression de vous écouter également. Je vous cache pas que là, je vais envoyer la pub. Je suis à 2 doigts d'aller me changer parce que je me sens, un petit peu balai. C'est très gentil, mais écoutez, je pense qu'il y a quand même quelques efforts à faire. C'est passionnant. On va poursuivre donc dans un instant cette discussion avec vous, Mathieu Bock-Côté, Monsieur Hugo Jacomet, Arthur de Vatrigan, bien sûr. Courte pause et la discussion reprend. L'élégance au cœur de notre émission ce soir face à Mathieu Bock-Côté, de retour pour cette deuxième partie. Mathieu, bien sûr, de nouveau toujours avec nous. Rebonsoir, Arthur de Vatrigan, Monsieur Hugo Jacomet, donc qui vient nous parler d'élégance dans tous les sens du terme. On poursuit cette conversation avec vous, Mathieu. C'était passionnant pour la première partie. Je suis sûr que ça va se poursuivre sur le même ton. Alors, ceux qui vous connaissent, ceux qui suivent vos travaux, savent que vous êtes une des figures, sinon la première figure à avoir porté ce qu'on appelle le mouvement sartorial en France depuis quelques années. Et la question que je vous poserai dans ce début de deuxième partie est toute biographique. Comment êtes-vous tombé dans d'où vous est venue la tentation de vous engager, presque de créer, d'engager ce mouvement, cette volonté de faire renaître le souci de l'élégance masculine? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet engagement? Alors, mon souci originel, mon intention originelle n'était pas de faire... d'être le sauveur de l'élégance, etc. C'est totalement fortuit ce qui s'est passé. Je suis venu, moi, au costume sur mesure, assez tardivement. Je crois que j'ai fait mon premier costume sur mesure en 2006. Et
quand j'ai fait cette chose, alors j'ai fait cette chose-là très prosaïquement, Mathieu. J'étais divorcé, j'étais sur le marché. Et j'avais remarqué que les dames et que les filles, eh bien, quand elles voyaient un garçon dans un beau costume bien taillé, et ça, c'est quand même important de s'en souvenir, les dames adorent ça. Et donc, je m'étais aperçu que tout simplement, c'était plus facile. Voilà, quand on portait un costume et que j'avais des conquêtes beaucoup plus faciles à faire. Alors ça, c'est la première chose. Donc, c'est très prosaïque, mais c'est la vérité. Alors, il se trouve quand même que maman, qui est toujours avec nous, papa n'est plus là, maman est couturière. Donc déjà, dans ma famille, il y avait un peu des aiguilles et du fil. Et mon grand-père, Maxime, qui est mon troisième prénom, était artisan bottier. Donc il faisait des chaussures sur mesure. Donc le cuir... J'ai des souvenirs olfactifs, hein, vous savez, les souvenirs, hein, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Hein, le cuir, l'odeur du cuir, du cirage, j'ai eu ça quand j'étais gamin. Et après, j'ai vu maman. Maman a été élevée dans une ferme chez ses grands-parents et elle faisait à la main les vêtements pour toute sa famille. Donc maman avait cette culture tailleur. Mais ceci étant, je n'ai pas été impacté, moi, par ça, jusqu'à très, très, très tardivement. Et donc, le fait de me retrouver sur le marché et d'avoir peut-être envie de recréer quelque chose avec une femme m'a poussé à faire ça. Et dès que j'ai fait mon premier costume, et alors là, vous entrez dans un univers insoupçonné. C'est-à-dire derrière le costume, derrière le sur-mesure, derrière le fait, la joie immense, un peu impressionnante au début d'aller voir un tailleur, par exemple à Paris, vous découvrez un monde merveilleux, le monde de l'artisanat. Il y a encore des gens qui font des costumes à la main. Vous découvrez aussi des choses incroyables sur le fait qu'un beau costume sur mesure, si vous faites un peu attention à vous, parce que c'est aussi, ça crée ça. C'est-à-dire quand vous avez des costumes sur mesure, vous avez envie aussi de prendre soin de vous. Eh bien, si vous en prenez relativement soin, je pense qu'il peut vous durer toute votre vie. Vous voyez, on lève le voile sur des choses complètement incroyables et c'est un univers entier qui vient à nous. Petit point de détail, qui n'en est pas un aujourd'hui, il se trouve qu'en plus, que via l'élégance, via le sur-mesure, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas. C'était l'incroyable aspect positif de ce qu'on fait par rapport à l'environnement. La fast fashion est une catastrophe absolue par rapport à l'environnement. Et nous, ce qu'on défend, le sur-mesure, les choses plus artisanales, le fait main, moi je crois encore qu'il y a un futur pour les choses faites à la main. Je suis peut-être le seul, mais je me battrai jusqu'au bout pour montrer qu'il y a encore la possibilité d'avoir des choses faites à la main. Et donc petit à petit, je suis tombé dans la marmite littéralement. Et donc en 2009, j'ai écrit un blog, Parisian Gentleman, simplement, pas avec l'idée, comme vous le disiez très gentiment, Mathieu, de venir, comme Bayard, sauver l'élégance à la française. Pas du tout. C'était juste un blog comme un carnet intime, un journal intime, d'une certaine manière. Je m'intéressais à l'art tailleur. Je voulais partager, au lieu de garder ça pour moi, j'ai simplement voulu partager mes expériences avec autrui. Et bien voilà, je suis là aujourd'hui, 15 ans après, et on a... Je ne vais pas vous donner des chiffres, mais enfin, quand je vous disais que c'est un petit mouvement de résistance, on doit avoir à peu près sur nos 2 chaînes YouTube 300 000 abonnés, plus les réseaux sociaux, plus le blog. Je pense qu'on doit parler à 600 ou 700 000 personnes à peu près dans le monde entier, et avec une très 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 forte poussée du public français ces 2 dernières années, ce qui me réjouit. C'est-à-dire que le public français est en train de se rajeunir et est en train vraiment de rentrer dans cette passion. Alors, donc pour répondre à votre question, c'est un peu fortuit, même si j'avais, de par mon ascendance familiale, quand même des petites choses qui me poussaient vers cette chose-là. Alors, vous me corrigerez, mais est-ce que c'est à la fois un mouvement individuel et collectif? Je m'explique. Un individu décide de prendre en main son apparence, prendre en main son habillement. Il n'y a rien de plus personnel comme geste. Et pourtant, ça s'inscrit dans une démarche collective, le sentiment de réaffirmation d'une tradition, d'une certaine manière d'habiter le monde, pour reprendre votre formule. Est-ce que ces 2 dimensions, l'individuel et le collectif, s'emboîtent véritablement dans ce que vous appelez le mouvement sartorial? Alors oui, sauf qu'il y a une chronologie. Je pense qu'on y rentre quand on décide de se reprendre en main, ou de se prendre en main d'ailleurs. Vous savez, on est face à la déconstruction aujourd'hui. Donc moi, j'ai des centaines et des centaines de gamins, des milliers même, qui découvrent notre travail et qui se disent « Ah tiens, on m'avait pas dit ça. On m'avait pas dit que avant de se déconstruire, il fallait peut-être se construire. On m'avait pas dit qu'il y avait la possibilité
d'être au meilleur de soi-même, qu'il y avait derrière tout ça un univers complètement fabuleux. Vous savez, la beauté, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et donc, aujourd'hui, les gens qui rentrent à l'intérieur de ça, c'est une démarche plutôt personnelle, à l'origine. Mais, derrière ça, ils se trouvent confrontés et ils redécouvrent des choses plus globales. Et vous savez, il y a des sujets périphériques autour du sartorialisme, comme on dit. Il y a le sujet de la politesse. Arthur de Vatrigan disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir une élégance vestimentaire sans avoir d'élégance morale? Bien sûr que non. Il y a aussi toute la notion de l'élégance morale, et puis il y a l'artisanat, et puis, vous voyez, il y a plein de sujets autour qui font que, petit à petit, quand vous rentrez dans quelque chose qui devient une passion pour beaucoup, vous avez envie de le partager avec autrui. Et effectivement, il y a un petit mouvement qui se crée. On a commencé il y a une quinzaine d'années à faire des rencontres, des soirées, etc. Et aujourd'hui, c'est un énorme succès. Il y a vraiment une communauté de jeunes gens qui s'intéressent au sujet et c'est fort heureux pour le futur. Alors, vous avez utilisé le mot résistance, je passe la parole à Arthur de Vatrigan dans un instant, mais résistance aussi peut-être, c'est une hypothèse que je vous soumets, à la tentation de l'enlaidissement qui existe aussi aujourd'hui. Quand on voit, le mot woke, on l'utilise exagérément, mais pas sans raison. Il y a une esthétique de la laideur qui existe aujourd'hui. Il suffit de voir l'Eurovision pour voir de quelle manière il y a une quête, quelquefois, de l'enlaidissement, comme s'il s'agissait de s'opposer à la beauté sur le mode révolutionnaire. Et ça mord quelquefois sur les corps, ça mord sur l'habillement, ça mord sur le style des uns des autres. Est-ce que c'est aussi une résistance à cette tentation de l'enlaidissement du monde? Oui, je pense que c'est une résistance globale, c'est une résistance à la médiocrité, c'est une résistance à l'enlaidissement. Ce dont vous parlez, évidemment, est très important, mais allons plus loin. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une époque où on jette de la sauce tomate sur des Van Gogh ou sur des Picasso. Donc ça veut dire qu'on a presque une réaction de rejet de la beauté, comme si la beauté passait aussi dans la table rase. C'est-à-dire qu'en gros, nos ancêtres n'ont fait que des conneries, et donc il faut tout remettre à la poubelle, et aujourd'hui, il faut absolument redémarrer de zéro, etc. Non. On a besoin de beauté, on a besoin d'élégance, on a besoin de transcendance, et aujourd'hui, notre petit mouvement, vous savez, Mathieu, on rentre par la petite porte, nous. On est des gens inoffensifs. On parle de cravate, on parle de costume, on parle de tradition, on parle d'artisanat. C'est une porte dérobée presque d'une certaine manière. C'est un sujet, d'ailleurs je vous remercie de m'inviter dans des émissions avec le temps de m'exprimer sur le sujet, parce que dans beaucoup de chaînes de télévision, beaucoup de radios, on prend mon sujet un petit peu en ricanant. Ah oui, la cravate. Vous voyez, alors que c'est un sujet qui est beaucoup moins innocent qu'il pourrait avoir l'air. Et donc, vous voyez, on a cette notion. Aujourd'hui, il est en train, et je pense que c'est une résistance, j'irais presque même jusqu'à parler de dissidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement dans une apologie de la laideur que nous, on a envie de dire non. Il y a encore de la place pour de l'élégance, pour de la beauté, pour de la distinction et aussi pour de la politesse, parce qu'aujourd'hui, la politesse est devenue l'héroïsme du quotidien. Être poli, c'est presque être devenu un héros aujourd'hui. Arthur de Vatrigan. Mathieu parlait de l'Eurovision. En tout cas, pour la dernière émission, c'est rassurant, c'est qu'on découvre qu'il est encore bien plus laid que nous. Oui. Ça donne un peu d'espoir. Une question, on parle beaucoup d'élégance, mais comment on définit l'élégance française? Est-ce qu'on peut la définir? À quoi ressemble un costume français? Est-ce qu'il y a une différence avec une élégance anglaise? Voilà. Oui, alors il y a des différences avec l'élégance anglaise. Alors, il faut quand même rendre à la perfide Albion ce qui lui revient. Ils ont quand même inventé beaucoup de choses. Georges Brumel, qui a été l'inventeur du costume moderne, c'est un Anglais qui était le dandy, le plus célèbre, et qui a simplifié à outrance le costume. À l'époque, on est passé des fraises, des perruques, des talons hauts, etc., à quelque chose de beaucoup plus sobre. Et ça, c'est les Anglais qui l'ont inventé. Ça me fait mal de le dire, cher Arthur, mais c'est la vérité. Et donc, pardon, j'ai oublié votre question. Comment définir l'élégance française? Ah, voilà. Putain. Si moi, j'oublie cette question-là, alors là, c'est un con. Mais j'étais parti sur une saillie au niveau des Anglais. Et donc, voilà. Alors, l'élégance à la française, c'est relativement simple. D'abord, la France est le pays de la mode féminine. On a tendance à l'oublier, mais on est quand même le grand pays de la mode féminine, avec les plus grandes marques du monde sur la haute couture. Nous, en matière masculin, on est un tout petit peu pris entre deux poids lourds. Les Anglais au nord, les Italiens au sud. Alors, personnellement, mon cœur va plus vers l'esthétique italienne.
Mais les Anglais ont inventé beaucoup de choses. Alors nous, on est quelque part au milieu. Le costume français, c'est un costume, comment dire, structuré, charismatique, quelque chose qui va vous donner de la tenue directement. Là où l'anglais sera un peu plus conventionnel, un peu plus boring, comme on dit chez eux. C'est-à-dire, costume anglais, c'est chiant. Enfin, ils se ressemblent tous et ils n'ont pas cette fraîcheur de vivre qu'on a un petit peu plus, nous. L'Italie, en revanche, c'est l'inverse. L'Italie, le costume pour eux, c'est une seconde peau. C'est-à-dire, c'est vraiment cette notion, alors un peu l'exubérance à l'italienne, bien sûr, mais l'Italie est le seul pays au monde où quand vous marchez dans la rue en costume, des hommes vont traverser la rue pour vous féliciter. Des hommes félicitent d'autres hommes. Et ça, c'est complètement fou. Alors qu'en France, vous marchez dans la rue toujours très bien habillé, mon cher Mathieu, vous voyez comment les gens... Alors, ils parlent dans votre dos pour d'autres raisons, j'imagine, en ce qui vous concerne. Mais en l'occurrence, moi, je marche dans la rue, les gens parlent dans notre dos. Donc, le costume français, c'est un costume, on va dire, avec un certain charisme, quelque chose d'assez sophistiqué, mais pas encore avec la liberté de ton des Italiens. Donc c'est assez conservateur, mais avec une petite tendance latine quand même à l'intérieur. Je porte un costume italien, voilà, aujourd'hui, juste pour clarifier les choses. Alors, imaginons, un jeune homme décide, il vous entend ce soir, Ouais. franchement, il est convaincant, Jacomet, Ouais. mais qu'est-ce que je fais? Alors, je donne un exemple. Carl Bergeron, écrivain québécois, écrit un très beau livre, Oui. Voir le monde avec un chapeau. Il explique comment, lui, un geste, le début, l'acte inaugural de sa renaissance esthétique, c'est il s'achète un chapeau parce que pour lui, ça marque une volonté d'élégance explicite. Ouais. Tous n'achèteront pas un chapeau, Non. mais quel est le chemin, quel chemin doit suivre un jeune homme qui se dit finalement, je veux suivre le conseil, je me lance? En démarrant de zéro, ou en démarrant de pas grand-chose. Ben, de pas grand-chose, disons franchement. D'accord. Il est au courant, mieux vaut porter une chemise qu'un t-shirt en général dans la vie. Au-delà de ça, non. Alors, je vais rendre hommage à Carl Bergeron qui parle du chapeau, en parlant d'Oscar Wilde, qui disait que savoir nouer une cravate est le premier geste sérieux dans la vie. Voilà, donc on est à peu près sur la même chose. Alors, si quelqu'un souhaite embrasser cette démarche, encore une fois, je me permets de vous rappeler que ça doit rester tout cela quand même du plaisir. On parle de beauté, on parle de jouissance d'essence, on parle de se sentir bien dans sa peau, on parle, voilà, n'oublions jamais ça. Cette chose-là n'est pas sérieuse, même si elle a, comment dire, des sujets périphériques qui la touchent, qui sont extrêmement sérieux, voire anthropologiques, en l'occurrence, mais tout de même, il faut garder ça à l'esprit. Donc si quelqu'un démarre, un jeune homme, une vingtaine d'années, il a envie de laisser tomber un peu les t-shirts et les jeans. C'est-à-dire, il a envie de laisser tomber l'uniforme. Alors, du 21e siècle. j'ajoute une variable. Oui. Il gagne correctement sa vie, mais il n'est pas très riche. D'accord. Donc, il doit penser à ça lorsqu'il s'habille. Il n'a D'accord. pas les moyens d'entrer tout de suite chez le meilleur tailleur. D'accord. Alors, évidemment, aujourd'hui, donc, s'il a envie de démarrer, soit il est prêt au costume, directement, et éventuellement à la cravate. La pochette, ça viendra un tout petit peu plus tard, parce que la pochette, vous savez, c'est inoffensif, c'est pour ça qu'on l'aime particulièrement, c'est inutile, c'est pour ça qu'on trouve ça, nous, indispensable, personnellement, mais on y reviendra un petit peu plus tard, parce que c'est un petit objet qui a l'air anodin comme ça, mais qui marque quelque chose de supérieur. Alors, si cette personne a l'envie d'aller vers un costume directement, aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, le monde du sur-mesure est devenu de plus en plus accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller, on va dire, aux alentours de 700-800 euros, peut-être, je pense que vous pouvez vous faire un costume sur-mesure de bonne qualité. Quand j'ai dit sur-mesure, c'est à vos mesures, littéralement. Donc, je lui conseillerais de faire ça s'il n'est pas tout à fait prêt pour ça. Je pense que démarrer avec un pantalon de ville, un joli chino, par exemple, de coton, et puis peut-être une ou deux chemises en lin, notamment pour l'été, c'est très joli, c'est très décontracté. Tout de suite, il se passe quelque chose. Moi, j'ai vu des choses, Mathieu, des transformations extraordinaires. Je me souviens d'un chirurgien dentiste qui était qui était en France. C'est un Chilien et qui donnait des cours à la fac de Paris. On se connaissait et il me dit, je lui dis, viens à ma signature, je dédicace mon livre ce soir, ça serait bien. Mais il me dit, mais j'ai rien. Je suis en basket, etc. J'ai dit, écoute, on va faire le premier pas, je vais t'amener chez un chausseur. On va t'acheter une belle paire de souliers et on va te mettre juste une belle chemise blanche. Même pas rentrer dans le pantalon, une belle chemise blanche et une belle paire de souliers. Et là, cette personne est devenu un aficionado. Maintenant, il travaille en costume-cravate toute la journée parce qu'il a eu cette révélation qu'effectivement, on peut se sentir bien avec un style classique. Donc, je dirais,
j'essaie de vous montrer que c'est pas compliqué et surtout que ça coûte pas beaucoup d'argent. Je pense aujourd'hui, notamment avec le marché de la seconde main qui est en train vraiment d'exploser également, il y a des gamins qui ont envie de démarrer ça mais qui n'ont pas du tout les moyens. Je leur conseille à tous d'aller sur les plateformes de seconde main, outre le fait que pour la planète, c'est très très bien. Enfin, je veux dire, on est en train de recycler des choses et c'est extrêmement important d'avoir cette approche-là, mais également que petit à petit, d'ailleurs, on est en train de travailler sur des projets. Alors, je prends mon bâton de pèlerin, moi, actuellement, et je suis, comment dire, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'importe également. Si je peux laisser ça derrière moi, je serai content. C'est qu'on est en train de travailler avec des salons de sur-mesure pour ouvrir la porte de l'élégance à la jeune génération. En septembre-octobre, on va annoncer des opérations qui vont permettre à toute notre communauté d'aller plus vite vers le sur-mesure avec des tarifs extrêmement abordables, puisque j'ai demandé à des partenaires d'écraser leurs marges et de faire un geste vraiment de civilisation. C'est-à-dire comment ouvrir la porte le maximum aux jeunes gens avec des tarifs en dessous de 500 € pour un costume sur mesure, ce qui est fou aujourd'hui. Donc, tout est ouvert. Nous sommes paradoxalement dans une période où quiconque a envie de devenir plus élégant, a envie d'être au meilleur de lui-même et de réembrasser un style classique à la parisienne, c'est devenu extrêmement possible. Je suis conscient que 800 €, c'est un investissement pour beaucoup de personnes, mais je pense que tout de même, c'est quelque chose qui n'est pas complètement inatteignable, notamment pour quelqu'un qui démarre dans la vie. Et la chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, ce sont les dividendes. Quand vous allez voir les dividendes que vous allez récolter, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes de relations sociales en général, c'est hallucinant. Moi, je me promène en costume, c'est mon métier, je fais ça toute la journée depuis 15 ans. Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un compliment, voire de nombreux compliments. C'est quelque chose qui est cette notion d'habiter son existence différemment fait qu'il y a des choses qui changent et j'invite vraiment les jeunes gens à faire cette expérience. Arthur de Vatrigan. Ça change la vie. Je prolonge la question de Mathieu. Ouais. Disons que la personne a acheté son premier costume. Ouais. Là, il doit en acheter un deuxième, en tout cas trouver ses habits pour l'été. L'été arrive, il fait chaud, on sait que c'est quand même pas la meilleure période pour s'habiller. Si. Quels conseils donneriez-vous? Très bien. Et comment être élégant sur la plage? Alors, sur la plage, je suis pas sûr. Parce que sur la plage, être élégant sur la plage, je pense que... Pas de maillot de bain élégant. Oui, c'est-à-dire que des abdominaux bien faits, avoir un petit peu d'investissement, pendant l'année, c'est autre chose. Vive l'hiver. Sur la plage, alors on peut l'être, évidemment, mais je voudrais pas pousser le bouchon trop loin. L'été est une période, c'est très contre-intuitif ce que je vais vous dire, Arthur, mais l'été est la période la plus facile pour être élégant. Pourquoi? Parce que, regardez, je vous donne un exemple. Il fait... alors, on aimerait bien qu'il fasse 30 degrés dehors. Là, récemment, on n'a pas eu beaucoup de chance. Disons qu'il fait chaud. Voilà. Vous jetez votre jean, qui est trop lourd, qui vous colle aux cuisses, et vous mettez un pantalon de lin. Un pantalon de lin, chez un bon fournisseur, ça va vous coûter 150 € peut-être. Et là, d'un seul coup, vous vous sentez mieux déjà, tout simplement. Et ensuite, vous achetez une petite paire de mocassins. C'est pas bien méchant, une paire de mocassins. Si vous êtes un petit peu joueur, vous pouvez vous permettre de ne pas mettre de chaussettes dedans, par exemple. Donc un pantalon en lin blanc, par exemple, en lin, c'est très beau, ou même un petit blanc cassé, ou beige. Et puis, au-dessus de ça, vous allez mettre une chemise en lin. Vous n'êtes pas obligé de boutonner les manches. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est pas inatteignable pour les gens. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose de différent. Le mocassin, le lin. Et si vous êtes vraiment téméraire, ajoutez un chapeau. Le chapeau, en hiver, quand quelqu'un porte un chapeau, on se pose la question. On se dit, quand même, ce mec-là, il s'habille comme dans les années 40, c'est un peu particulier. Donc, ça fait parler. Alors qu'en été, tirons avantage de la température. Personne ne va se poser la question de savoir pourquoi vous portez un chapeau, puisque vous portez un Panama, par exemple. Je sais que Mathieu Bocoté aime beaucoup les chapeaux. Bien, vous portez un chapeau pour vous protéger du soleil. Donc, vous voyez, l'été, c'est très contre-intuitif. Un chapeau, des lunettes de soleil, une petite chemise en lin, un pantalon de lin, des mocassins, pieds nus, et d'un seul coup, vous ressemblez quand même à autre chose qu'une personne qui est en short et en tongs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, même la façon de le dire. Je veux dire, quand je dis ça, je me rends compte que c'est plus joli. Voilà, tout simplement. Il nous reste moins de 2 minutes. 1 minute 30. Question toute simple. Ouais. Est-ce que depuis que vous avez commencé ce travail, vous avez l'impression de voir dans les rues, en France,
la ville s'embellir un peu finalement. Est-ce que vous avez l'impression de voir ici et là des signes comme quoi tout ça est fait d'éclosion et ensuite presque une épidémie de beauté potentiellement? Alors j'aimerais bien, mon cher Mathieu, Encore? j'aimerais bien. Alors on voit des petits frémissements comme ça. Vous savez, là vous touchez presque à un sujet fondamental de notre société qui est l'algorithmisation de la société. Aujourd'hui, tous les gens qui embrassent la démarche sartoriale, qui ont envie d'être le plus beau, ils ont l'impression que ça explose de tous les côtés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont coincés dans nos algorithmes et tout ce qu'on leur montre toute la journée, eh ben, ils ont l'impression que tout le monde est comme ça. La vérité, c'est que aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe sur le sur-mesure et sur le fait, alors c'est le phénomène Peaky Blinders, c'est le phénomène Mad Men. Enfin, quand même, il y a encore des choses qui se sont passées. Vous savez que rien qu'avec Peaky Blinders, le chiffre d'affaires des casquettes irlandaises, vous savez, ces casquettes avec un bouton qu'ils portent, je crois que c'était plus 35% sur une année. Juste avec Peaky Blinders. Donc, il y a un frémissement. Ceci étant, je dois être honnête, quand je marche dans la rue, habillé comme je suis souvent assez seul. Voilà. Mais il ne faut pas perdre espoir parce que la jeune génération notamment est en train de se réapproprier ça. Et je pense que ça a sans doute à voir avec le fait que la frontière entre le masculin et le féminin a tendance à se gommer, pour pas dire plus, et qu'aujourd'hui il y a peut-être une espèce de réaction sur la jeune génération de se réapproprier des codes de la masculinité. Et j'en suis fort heureux personnellement. Hugo Jacomet, merci infiniment. Il va être l'heure de refermer ce Face à Mathieu Bocoté. Est-ce que je peux me permettre une toute petite question très rapide parce que ça me démange depuis un instant. Alors réponse très rapide s'il vous plaît parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Ouais. Je vois que vous n'en portez pas. Je parle des boutons de manchette. Ouais. Ça se fait plus? Alors si, ça se fait. Alors les boutons de manchette, c'est plutôt pour les soirées un peu formelles, c'est-à-dire les mariages, les cérémonies, etc. Vous pouvez en porter au quotidien. Personnellement, vous savez, vous levez une question importante. Les gens pensent que l'élégance et le style masculin, c'est forcément avec des boutons de manchette, des choses... Non, ça peut être aussi extrêmement simple. Moi, personnellement, je préfère les chemises simples, tout simplement, pour une question de praticité. Mais les boutons de manchette, c'est très joli et c'est l'un des rares bijoux qu'il nous reste. Nous, les hommes, les boutons de manchette, on a les cravates, les pochettes et what else ? Je sais pas à vous, mais moi j'ai pris bonne note et je vous promets que la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera un autre Julien que vous aurez face à vous. Merci beaucoup Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan, Hugo Jacomet, c'était un plaisir de vous entendre. À la semaine prochaine Mathieu, avec Elliot Deval bien sûr que vous retrouverez. Moi je vous dis à tout de suite, une petite pause et puis c'est l'heure des Pro 2 week-end avec mes invités. Donc rendez-vous dans un instant.